Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez retrouver ce podcast dans toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud et même YouTube. Je suis Ciné Touga et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un invité qui voit la vie tout le temps en rose. Et il s'agit de Sophie at Work. Salut à tous. Comment tu vas ? Ça va super, et toi ? Mais ça va très bien. Déjà, un plaisir que tu sois dans ce podcast. Et je veux savoir tout de suite, là, maintenant, quel est ton film préféré ? Interstellar. Non. Oh non, Interstellar. c'est vrai, je ne suis pas la plus grande fan de Nolan. Non. Ah bon ? Et pourtant, Interstellar est ton film préféré. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence à parler un peu plus d'Interstellar pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas ? On va dire que tu as bien commencé, hein. Je suis la plus grande fan du rose, C'est vrai. de Nolan, de romance. Et oui, je suis Sophie Artwork sur Instagram et aussi podcasteuse au nom de Regard Croisé, si jamais ça vous intéresse. Est-ce que tu peux résumer un petit peu ce que c'est Regard Croisé, peut-être ? Regard Croisé, c'est un podcast qui s'intéresse à la légitimité des acteurs culturels qui sont essentiellement portés sur le cinéma. Et pendant un échange, on essaye de comprendre des questions qui tournent autour de la communauté, du processus créatif, de profils qui sont inscrits dans la communauté qu'on pourrait l'appeler cinématographique, qu'on soit professionnel ou amateur. Voilà. Parfait. En tout cas, c'est un super résumé de ton podcast. En tout cas, moi, je l'ai écouté. Moi, je le trouve très bien, en tout cas. Merci. Et n'hésitez pas à la suivre, bien sûr. Elle est sur quoi déjà ? Sur quelle plateforme tu es, d'ailleurs ? Déjà sur Instagram pour du contenu rose encore. Toujours du rose. Le maître mot, c'est le rose. Mais sonore. Sinon, le podcast est actuellement disponible sur Spotify, Deezer et SoundCloud. Et prochainement, peut-être ouvert sur d'autres plateformes sonores. Eh ben, on espère en tout cas qu'il s'ouvre dans d'autres plateformes. En tout cas, n'hésitez pas à la suivre. C'est un super contenu. Donc, Interstellar est ton film préféré. On va le résumer un petit peu rapidement. Réalisé par Monsieur Christopher Nolan, sorti en 2014, ça fait 10 ans déjà quand même, et nous raconte l'histoire de notre bonne vieille planète Terre qui est en train de s'effondrer. Le climat se dégrade, transformant la Terre en un lieu aride et sans avenir. La majorité de la population s'est donc tournée vers l'agriculture, notamment de maïs, et pour survivre et exploiter au mieux les ressources restantes. Voilà, donc celle de maïs bien sûr. Et nous avons notre cher Cooper, ancien astronaute qui s'est également adapté à la vie d'agriculteur, gérant une ferme de maïs avec ses enfants et son beau-père. Le maïs étant bien sûr, comme je l'ai dit, la dernière céréale résistante à la surchauffe de la Terre. Malgré de nombreuses difficultés, il persévère jusqu'à ce que grâce à l'obstination de sa fille, Murphy, on va y revenir de Murphy d'ailleurs, Cooper découvre une base secrète à la NASA. Et depuis quelques années, du coup, cette petite base secrète organise des expéditions à la recherche d'une planète capable d'accueillir l'humanité. Son amour pour sa famille et son esprit d'exploration convainc donc Cooper à participer à cette expédition qui est très risquée. Il va le faire amener à des différents trous de verre et elle vise à atteindre 3 mondes viables pour peut-être sauver l'humanité. Est-ce que j'ai résumé ? C'est un long résumé cette fois-ci, mais... Ouais, mais c'est important parce que c'est un film qui est quand même complexe et long. Et je pense que ton résumé en plusieurs parties est bon. Voilà, tout simplement. Parfait. En tout cas, c'est vrai que c'est compliqué à le résumer de façon assez simple et concise. Sans le spoil aussi. Et aussi sans spoil. D'où aussi ma première question qui rejoint un peu ça, à la fois une question simple mais compliquée. Pourquoi ce film est ton film préféré ? Ouais, je pense que tu l'as bien dit, c'est une question compliquée. Je vais essayer de faire simple, mais c'est une question, on aura envie de faire une dissertation de plus de 10 pages pour y répondre. Et encore, je ne sais pas si la matière serait suffisante pour donner assez de raisons. Mais pour moi, Interstellar, c'est un peu l'hommage que Christopher Nolan y fait dans sa filmographie sur l'amour, puisque c'est un réalisateur qui parle beaucoup de science dans l'ensemble de ses films, ou en tout cas qui use des structures narratives compliquées, complexes, comme vous préférez.
Et je trouve que dans Interstellar, justement, le changement qu'il y a, c'est de parler d'amour, mais pas que de l'amour gnangnan, de l'amour à l'eau de rose, comme si on se réfère au genre filmique. C'est de parler de l'amour entre plusieurs personnages qui sont eux-mêmes reliés par des liens de sang, des liens héréditaires et familiaux, pardon. Oui, ça marche. Et je pense que d'aimer ce film-là, c'est moi-même en fait un hommage que je pourrais faire en fait de cette connexion entre famille et amour pour ma propre famille à moi. En tout cas, il y a des dynamiques qui se ressemblent, ou du moins qui se sont ressemblées à un moment donné. Du coup, je raccroche cette thématique-là à mon vécu et à certaines... comment l'amour en fait est traité dans le film. À quel point il t'a marqué du coup, justement? On a l'impression que quand tu parles, on sent qu'il y a un truc vraiment profond, si tu veux en parler bien sûr. Ouais. Il y a un truc voilà, qui te marque à ce point dans le film. Ouais, et ben déjà le mot ce serait incommensurablement, voilà, très compliqué, très long à prononcer. Le jour où je l'ai vu, c'est pas en 2014, c'est en 2016. Et c'est un peu l'année où j'ai commencé à me rendre compte que le cinéma, c'était pas juste un loisir, c'était une passion. Bon, à ce moment-là, je l'affirmais pas trop encore, j'avais pas créé Sophie Artwork, mais je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais le jour où je l'ai vu, c'est pas comme si je regardais un film de 2h45, j'avais des étoiles dans les yeux, et c'était comme un long rêve éveillé. Et en plus, je l'ai vu avec toute ma famille. Donc, vous comprenez le double sens. Donc, il y a une énorme attache. Et justement, est-ce que ça s'est transcendé sur toute ta famille? Exactement, comme la citation principale du film, même d'ailleurs. Laquelle est-ce, pour ceux qui ne connaissent pas? Seul l'amour transcende l'espace et le temps. Et les dimensions temporelles en fonction de comment on la traduit, si on la prend en VOST-FR ou si on la prend en VF. Ouais. mais c'est très bien dit, en tout cas, c'est exactement ça. C'est une phrase qui marque quand même. C'est un peu le thème un peu ambivalent du film. Je voulais juste rajouter un supplément, et je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter, beaucoup d'auditeurs vont se dire « Ah mais ouais, mais moi aussi, c'est ça ». Mais je me suis rendu compte que c'était un film qui ne m'avait pas marqué comme les autres à partir du moment où, dès la 10e minute et jusqu'à la 2h45, j'ai pleuré tout le long. Et qu'à chaque fois qu'on a ce qu'on appelle des scènes qui sont un peu des ressorts au film, des dynamiques qui viennent ajouter un petit plus et qui viennent rythmer le film, ces scènes-là qui sont pour moi indispensables me procuraient l'émotion de pas forcément de la tristesse, mais j'avais besoin de pleurer. Et j'ai pleuré tout le long. C'est un film qui est puissant, qui t'a complètement... retourné. Voilà. Ouais. C'est quand même assez rare de ce genre de film, justement, qui se prend aux tripes. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste vraiment que le film t'a complètement embarqué dès le début par sa mise en scène, par sa musique peut-être, ou par juste son thème qui est abordé aussi? Il y a beaucoup de raisons, tout simplement parce que je pense que je suis une personne ambitieuse et je trouve que dans un certain sens, Interstellar représente l'ambition d'une personne qui est en totale aussi désillusion, qui vit dans un monde où l'ambition n'est plus autorisée, n'est plus possible, et qui se retrouve à lui-même ralimenter son ambition, mais avec des perspectives difficiles, ou dans un cadre où c'est plus trop possible de rêver. Et pour moi, Interstellar, c'est aussi le rêve. Je pense que ça peut être un premier élément de réponse. Est-ce que c'est un film qui donne de l'espoir? Est-ce que c'est un film où tu ressens vraiment de l'espoir? Pour moi, il y a une double lecture, parce que c'est un film qui dénonce beaucoup de choses dans son aspect environnemental et dans le progrès, dans les sciences, et en même temps, qui son inverse, en fait. Donc, tout dépend comment on voit, tout dépend de la vision qu'on a de la vie, qu'on a de la science aujourd'hui, et comment on va déchiffrer un petit peu l'histoire des Cooper, je pense. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais je pense qu'on peut se permettre d'avoir une double lecture, celle de notre cerveau et celle de notre cœur, parce que c'est un film en fait qui peut se regarder de son point de vue scientifique, avec son cerveau, et du point de vue de ses émotions et de ses sentiments avec son cœur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, ça joue aussi un petit peu sur cet aspect d'hémisphère gauche, hémisphère droit, en termes de cerveau.
L'un plus artistique qui joue un peu plus sur les émotions, l'autre plus pragmatique sur l'hémisphère gauche, ou l'inverse, je ne sais plus. Je crois que c'est ça, l'hémisphère gauche est plus théorique, bien calculatrice. Pour être honnête. On le retrouve dans la filmographie de Christopher Nolan. Comme tu l'as dit très très bien, c'est quand même un réalisateur, on le connaît énormément pour ses projets tordus, qui prend quand même des aspects très scientifiques, très rigoureux, carrés, sans cette attache émotionnelle. Et Interstellar, c'est peut-être le seul film qui prend cet hémisphère droit un peu plus imaginaire, un peu plus émotionnel, et le met dans le film. Et c'est un cocktail qui marche énormément bien. Et c'est pour moi son meilleur film de Christopher Nolan. C'est un mélange parfait entre l'émotion qui est procurée avec toute sa rigueur, toute sa patte scientifique. Et on va y revenir là-dessus parce qu'il y a 4 milliards de choses à dire sur sa rigueur scientifique. Mais moi, ce que je veux te poser comme question en premier lieu, c'est quand même l'impact du film en général quand même. Tu nous as dit qu'il était quand même énorme. T'as pleuré quand même pendant... Je pleure à chaque fois que je le vois et je le vois pas souvent. Voilà. Parce que je veux pas. Tu gardes une certaine cérémonie un peu en voyant le film. Je veux pas. En fait, j'ai tendance à penser qu'on consomme beaucoup trop aujourd'hui des œuvres. Parce qu'il y a le streaming, etc. Et que... On est à la surconsommation, peut-être aussi. Total. Et du coup, déjà, rien qu'avec TikTok et tout ce qui est Reels sur Insta, on remet souvent en avant des scènes de films ou d'œuvres ultra marquantes. Et à force de les voir, à force d'écouter ces sons qu'on relie donc à ces scènes, j'ai l'impression qu'on les revit plus de la même façon. Déjà, rien qu'avec Interstellar, il y a des scènes, je les vois plus de la même façon quand je les vois détachées du film, c'est-à-dire que je les vois sur Instagram, par exemple, ou TikTok. Et je veux pas oublier ce que j'ai ressenti la première fois quand j'ai regardé le film, justement. Est-ce que, justement, c'est le premier visionnage, c'est un peu le visionnage unique? Pour moi, c'est un peu ce que j'ai aussi avec mon film préféré, c'est le premier visionnage, pour toute offre qui soit, c'est quand même la plus unique et qui va nous transporter, qui va nous rester ancré en nous, surtout pour ton film préféré. Ça va rester ancré dans ton cerveau 80% du temps. Ça va être ta première expérience qui va rester ancrée, justement, les émotions qui t'ont procuré, qu'est-ce qui t'a apporté émotionnellement, quel impact ça t'a eu, et aussi le contexte de quand tu l'as vu. Aussi, ça joue aussi là-dessus. Mais le fait de se dire, voilà, je regarde pas tout le temps le film, tu veux peut-être aussi sacraliser, en fait, garder intacte cette première approche et de se dire, en fait, de le garder le plus pur possible. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Aussi, le grand impact que j'ai eu avec le film, c'est peut-être aussi parce que je le raccroche beaucoup au commencement de ma prise de conscience, de ma passion pour le cinéma aussi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et il y a pas mal de facteurs qui font... Ouais, voilà. j'en ai beaucoup, même si je les hiérarchise, on va dire, et je sais dans ma tête le pourquoi je suis le plus... pourquoi pour moi... En fait, Interstellar, pour moi, c'est même pas l'échelle d'un top. C'est l'œuvre que je pourrais mettre le plus au-dessus, si je faisais une pile, tu vois. Moi, ce que je me dis et ce que je me fais avec mon propre film préféré, c'est un peu un film zéro. Ouais, tu peux pas le mettre en 1. C'est le prestige, c'est même pas l'or, tu vois. Voilà. Voilà, parfait. Parfait. Vraiment, c'est exactement ça. C'est un peu le film zéro. C'est le film inclassable et qui sera inclassé, puisqu'il est au-dessus de tout et il restera au-dessus de tout, malgré tout. Et c'est ça qui fait aussi la puissance d'un film préféré, c'est que peu importe s'il soit bien ou mauvais ce film, c'est que intrinsèquement, ce film a quelque chose en plus que n'importe quel autre film a eu dans notre vie, un impact qu'il y a eu d'un point de vue direct sur notre vision, sur une passion qui a été créée, notamment ta passion du cinéma, qui est venue justement grâce à ce film. C'est quand même un film dont beaucoup de gens disent, voilà, c'est mon film préféré, mais je peux pas le mettre dans mes tops mes films favoris parce que c'est pas le meilleur film. Non, c'est pas... Ton film favori, c'est de toute façon un film que moi je considère un film inclassable, que tu mettras toujours au-dessus de tout. Et j'ai l'impression que Interstellar, c'est ton cas aussi pour toi? Ouais, c'est le film où n'importe qui peut me dire ce qu'il veut dessus. Je dirais, écoute, c'est très bien, mais moi, mon classement... En fait, je pourrais même pas être influencée par quelqu'un, c'est impossible. Après, maintenant, je suis à un stade où je me fais plus influencer dans mes tops, tout ça, mais fut un temps, j'aurais pu être influencée, mais je ne l'ai jamais été. J'ai jamais pu... jamais il a baissé dans mon estime. Autant je suis une grande fan de la saga Hunger Games et...
petite anecdote, j'avais tendance à un moment de ma vie à me dire « Oh non, c'est vrai que je l'aime plus, cette saga. » Enfin, voilà, pour faire un petit exemple. Mais Interstellar, autant jamais j'ai pu rabaisser le film dans mon estime ou ce genre de choses. Ça a toujours été ce film-là. Et ça le restera, je pense. Mais d'ailleurs, est-ce que ce film fut le premier film que tu as vu de la filmographie de Nolan ? Ou est-ce que tu avais déjà vu des films de Nolan avant ? Non, c'est le premier que j'ai vu. C'est le premier, d'accord. Quand en famille, en fait, dans ma famille, on faisait des dimanches films ou alors des soirées films. Et c'est mon grand frère qui m'a partagé justement sa passion pour le cinéma. Donc, je lui fais une petite référence là. S'il écoute le podcast, je pense qu'il l'écoutera. Donc, c'est tout autant. On espère en tout cas qu'il écoute. Ouais, je vais la harceler pour qu'il écoute. Et du coup, c'est lui qui nous a fait découvrir plein de cinéastes. Et comme on s'intéressait donc de près, on commençait à s'intéresser au cinéma autre que des blockbusters. C'est bizarre dit comme ça, puisque Nolan, il est quand même un peu dans cette dimension de divertissement. Mais est-ce que un petit peu Nolan brise un peu ce code du blockbuster ? Ouais, moi je suis... Surtout avec Interstellar, je dirais même. C'est peut-être celui qui casse plus le code. Pour moi, ouais, ça casse, complet. On est assez d'accord là-dessus, parce que je trouve que Interstellar, c'est peut-être celui qui casse plus le code. Comme il a cassé les codes du film du super-héros avec The Dark Knight. Ouais, complet. Pour moi, c'est deux exemples concrets de... Il fait certes un film à gros budget, mais il casse quand même les codes du blockbuster. Et je vois pas encore aujourd'hui qui casse ces codes à part Nolan. J'en vois pas. J'en vois pas du tout. En termes de blockbuster, là, il y a rien qui me vient. Mais si, j'aurais bien cité Sam Mendes, si je dis pas de bêtises, avec 1917. Pour moi, il a complètement cassé le code du film de guerre, mais du coup du film de guerre à divertissement. Oui, parce que c'est juste un plan séquence pendant tout le film qui a jamais été fait, je crois, avant. C'est ça. C'est le premier. Et il a fait autre chose que ce que Nolan a fait avec sa dimension un peu blockbusters dans Dunkerque. Et du coup, pour moi, ça m'aide. Après, j'ai pas d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres, mais chacun avec leur propre patte à chaque fois. Et je vois ce que tu veux dire pour Nolan. Il complexifie, donc il le rend moins divertissant, entre guillemets. Moins tout public. Il y a un peu, voilà, dans son approche. Moins tout public, parce qu'il y a quand même cet aspect très scientifique qui rentre dedans, très méthodologie. Le pinacle, pour moi, ça reste quand même Inception, qui est un bourbier absolu. Et justement, mon premier de Nolan, c'est Inception. Je viens d'avoir un flash là tout de suite. Je l'ai vu avant. Tu vois, c'est bien. Je l'ai vu avant et j'ai même vu... Non, Interstellar, c'est mon 3e que j'ai vu de Nolan. Parce que j'ai vu The Dark Knight avant. Et qu'est-ce que t'en avais pensé de ces films, justement ? J'avais adoré. J'étais hyper fan de Batman. Bon, je préférais Spider-Man, pardon. Je vais me planter. Bienvenue dans le club. Parce que Spider-Man, pour moi, c'est le meilleur super-héros Marvel. Mais du côté DC Comics, Batman c'était vraiment... Batman et Spider-Man, de toute façon, sont les deux, de toute façon. Sont au-dessus. Moi, mon film préféré, c'est Spider-Man 2. Donc, non. Alors, s'il vous plaît, petit instant pub, c'est dit Amazing Spider-Man là. Je veux qu'il y ait beaucoup de gens qui commentent ce podcast et qui disent qu'on préfère la team Andrew Garfield. Moi, je suis team Tobey Maguire. Je suis désolé. Je peux pas vous dire ça. Team Tobey, mais Team Andrew, j'ai appris à l'apprécier beaucoup. Et je l'ai apprécié dès le premier regard. Voilà. Moi non. C'est un de mes crushs. Voilà, c'est dit. C'est dit en tout cas. Andrew, si t'écoutes ce podcast, en tout cas, tu as un crush. Ou Donald Renew, on sait jamais. Oui, voilà. Les deux marchent. C'en est un aussi, donc. Les deux marchent en tout cas, mais c'est vrai que on va digresser un petit peu, mais bon, quand même, les The Amazing, c'est quand même des films que j'ai commencé à apprécier dans le temps. Parce que bon, j'étais un peu dégoûté qu'il s'est fait remplacer, mais bon, ça c'est encore... Je vais pas commencer à en parler parce que je pourrais en parler 4000 ans, mais... On parlait d'Inception. On parlait d'Inception. On digresse beaucoup là, parce qu'on est parti d'Interstellar, on digresse sur Inception, on passe sur The Amazing Spider-Man, ça va plus. Non, mais il y avait Inception, comme tu l'as dit, et The Dark Knight. Ouais. Et ces deux films, tu les as adorés. Adorés, ouais. Mais Inception, c'était un autre level que The Dark Knight, parce que je sais pas comment expliquer, mais c'est là où j'ai commencé à regarder des films où je me suis rendu compte que les thrillers psychologiques, je pense qu'on peut un peu le qualifier comme ça. Inception, il y a beaucoup de psychologie dedans. Moi, en tout cas, je peux le mettre un peu dans cet aspect-là, même si
complètement, il n'y est pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le film. Donc Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie parce que du coup, on est connecté au cerveau pour aller de rêve en rêve. C'est vrai. Si c'est un j'aurais pu vu ça comme un casse-tête presque, un film énigme, je sais pas pourquoi. Ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire film psychologique, film à énigme, un peu entre les deux, à la frontière entre les deux. Moi, de Flash que j'ai, c'était un film à énigme parce qu'on a quand même ces différentes couches qu'on a à travers justement le voyage dans le cerveau, parce que je crois que ça part très très loin, mais j'ai plus de souvenirs. Pour moi, film à énigme et film psychologique, ça se raccroche. Ça se raccroche, oui. Ça se raccroche parce que de toute façon, à la fin, un film psychologique, c'est souvent pour que tu te remettes beaucoup en question, même après ton visionnage. Et à la fin d'Inception, t'es obligé puisque t'as pas de réponse. Donc, t'as pas de réponse, tu peux créer ta propre théorie. C'est vrai. Avec, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu, avec la toupie qui tourne. Est-ce qu'elle s'arrête ? Est-ce qu'elle s'arrête pas ? Pour toi, elle s'arrête ? J'avais entendu une interview où Michael Caine disait justement qu'il comprenait pas le script à la base d'Inception. Et Nolan lui disait, c'est très simple. Si tu es dans la scène, c'est qu'elle est réelle. Et elle n'est pas imaginaire. C'est ce qu'il disait Nolan. Ah, mais quand la toupie continue de tourner, c'est que t'es dans le rêve. Mais je crois que la toupie... Mais justement, si Michael Caine apparaît dans une scène, ce n'est pas une scène dans un rêve. C'est toujours dans une scène réelle. Mais je sais plus si la fin, je ne me souviens même plus de la fin, s'il y est ou pas. Je crois qu'il y est pas. Je crois pas qu'il y est, puisque c'est DiCaprio qui revoit sa femme Cotillard. Donc c'est un rêve. Ça fait une ouverture. Pour moi, ce serait un rêve du coup. Moi si aussi. je me base sur les propos du réalisateur, ce serait donc un rêve. Moi aussi. Mais est-ce qu'il faut le croire ? Je ne sais pas. Peut-être que justement, il veut nous brainer. On n'aura jamais la réponse, c'est comme Shutter Island. Donc... Shutter Island, faut... On va pas digresser encore, mais Shutter Island, quel film, hein. Quel film quand même. Non. Incroyable. On va essayer d'y revenir un petit peu, mais sur Interstellar, quand même, je suis obligé d'en parler, c'est que, malgré toutes les scènes que tu as vues, où les émotions sont trop présentes, que tu pleures devant ces scènes, quelle est la scène qui te retient le plus du film ? Quelle est ta scène préférée du film ? Pour t'avouer, j'en ai deux. Et ben vas-y. Ça m'aurait arrangé que tu donnes la tienne avant pour que je dise l'autre, si jamais tu disais la même, mais... Oh là là, bon, ok, je vais dire la mienne. Bon, okay. Si ça t'arrange que je dise la mienne, pour moi, ça restera la scène, je sais pas pourquoi, c'est une scène qui m'a impacté, c'est la toute scène du début où t'as Murphy, Cooper et... j'ai plus le nom du fils, qui est joué par Timothée Chalamet, et qui poursuivent le drone. Qui poursuivent le drone justement avec la musique de Cornyn Fields, meilleur OST de tous les temps. Je suis désolé. Et je trouve moi je trouve c'est Stay pour moi, mais c'est le titre Stay. Mais... Oui, il y a Stay. Bon, c'est quand même fou, c'est que on va y revenir après sur la musique parce que il y a beaucoup de choses à dire aussi. Mais je sais pas pourquoi cette scène m'impacte parce que on sent tout de suite le lien de la famille à travers cette scène et de la passion de Cooper justement à travers ce drone. Et tout est résumé en 2 minutes à travers juste une banale course-poursuite avec un drone. Tout est résumé en 2 minutes. D'un côté, l'amour de la famille, etc., l'union qui est fait, et de l'autre côté, justement, cette passion viscérale du monde scientifique, un petit peu avec le drone, etc. Cette passion que Cooper essaye de donner à Murphy. C'est l'exposition, en fait, du film. Ah oui. Et pour moi, c'est l'une des meilleures expositions faites avec la musique d'Hans Zimmer. C'est bon. Vous l'avez. Vous m'achetez le film grâce à ça. Et le pire, c'est qu'après, ça déroule parfaitement comme on le dit. Mais voilà, pour moi, ce serait ça, ma scène préférée. Ok. Tu m'arranges pas parce qu'en fait, t'as pas donné mes 2 scènes préférées. Mais il va falloir le dire. Je pense qu'il y en a une. En fait, dans les 2 cas, dans mes 2 scènes préférées, je pleure. Mais je pense qu'il y en a une où je pourrais... À chaque fois que je regarde l'extrait, en fait, je pleure. Donc, alors qu'il y en a une, j'arrive quand même à retenir mes larmes. C'est... je pense que ça peut être un spoil, donc je pense qu'il faut faire une alerte spoiler direct. Petit spoiler alerte. Voilà, petit spoiler alerte. C'est la scène qui vient un petit peu conclure le voyage de Cooper. Quand il tombe, d'après mon regard, c'est qu'il est en train de mourir, mais il tombe dans une nouvelle dimension, donc la 5e dimension. Ah, oui. Et il se retrouve en fait dans le point d'entrée du film, qui est donc la bibliothèque de la chambre de sa fille, qui est un peu le lieu qui leur permet de communiquer entre les deux. Voilà, fait justement le lien avec le début du film, justement ce fameux fantôme, qui justement, c'est tout l'attrait du film, qui est ce fantôme. Et on arrive justement
à la fin du film, dans cette 5e dimension, cette dimension temporelle. Le temps est complètement physique maintenant et est symbolisé par l'amour transmis, justement. Et le regret aussi. Et le regret, justement, à travers cette chambre de Murphy. Et oui, c'est vrai que c'est une scène qui est impactante, longue en plus. Hein. C'est une scène longue qui prend son temps. Qu'on subit. Oui, c'est ça. On subit complètement cette scène. Au début, on se dit, mais en fait, à partir du moment où Cooper part vers justement Gargantua, ce fameux trou noir, on est complètement dépité pour lui. On se dit, c'est fini. Il est mort. C'est fini pour lui. Et on arrive justement à cette salle, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on est complètement perdu. Et là, on arrive sur cette salle, cette succursale, on ne sait pas comment c'est. Et là, on tombe sur cette chambre. Mais qu'est-ce qui impacte autant cette scène pour toi ? Dans le fait de voir justement cette salle avec la chambre justement de Murphy et Cooper en train d'essayer de le... Moi, je pense que c'est de se rendre compte que... Enfin, moi, j'avais déjà compris le film comme le fait que ça allait être un voyage initiatique où il n'en ressort pas vivant. Dès le premier visionnage. Dès le premier visionnage, parce que j'avais eu une discussion de plus de 2 heures avec mon grand frère juste après. Ah oui. Et nous, on adore se poser plein de questions sur les films à questions. Et lui, il avait regardé ses anecdotes et ses trucs et tout. Et moi, je lui partageais mon point de vue. On avait déjà ce regard-là sur le film. Et c'est de se rendre compte que malgré le grand sacrifice qu'il a fait, et le courage qu'il a eu pour tenter de sauver le monde, il n'a pas réussi. Et qu'il a perdu du temps qu'il aurait pu donner à sa famille. Le temps, au final, que nous, aujourd'hui, on pourrait perdre. Je sais pas. Je vais faire un lien qui n'a pas de rapport, mais je trouve que les relations, depuis que les technologies sont présentes, on a beaucoup de mal à faire du lien entre les gens, même avec notre famille, nos amis. Et c'est un peu aussi une sorte de symbolique de se rendre compte que lui, il n'a pas eu le temps de voir ses enfants grandir et que nous, on voit même pas nos proches grandir parce qu'on est trop focus sur d'autres choses. Tu penses que les liens qui sont symbolisés justement par ces petits fils, ouais. Est-ce que justement tu les prends tels quels et tu les transmets directement dans ta propre réalité et de se dire justement est-ce que ces fils-là, est-ce que ces liens-là, est-ce qu'ils sont friables, est-ce qu'ils sont brisés justement, est-ce qu'ils sont aussi intacts que tu penses l'être justement, est-ce que justement le fait qu'on est dans une société qui est plus maintenant connectée, ultra connecté, est-ce que le fait d'être ultra connecté brise un peu ces liens, ces fils justement, est-ce que tu l'as ressenti de cette manière-là en voyant cette scène ? Ouais, d'autant plus que je sais que Christopher Nolan n'a même pas de téléphone portable, petite anecdote, et je sais que... Je crois qu'il n'a même pas de mail. Enfin, je crois qu'il est... C'est sa manager ou son manager qui fait tout par téléphone, si je crois. Ou par fax aussi. Je crois que c'est... Je sais même plus s'il a un fax. Après, je sais pas si je connecterais la question que tu as dit forcément à la raison. Enfin, le film à ça. Moi, en tout cas, j'en fais une des 1000 lectures qu'on peut faire du film. Je le raccroche à ça. Mais pour moi, cette scène, c'est surtout les regrets. Et je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à vivre dans le passé, à regretter plein de choses, alors que... En fait, on devrait tout simplement vivre. Et que là, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le personnage, on sent tout de suite ses regrets dans la scène, quoi. Je sais pas si j'ai trop avancé dans la question, parce que je sais pas si je réponds à ta question. On sent son désespoir, on sent ses regrets. À travers cette scène qui est longue, on le voit retracer justement tous ces différents moments de regrets où il n'a pas su écouter justement. Oui, qu'est-ce que je voulais dire que, en fait, c'est pour moi un peu une histoire de temps perdu. Et c'est une troupe que dans les films j'ai énormément que j'aime énormément, et je pense moi-même que je peux le dire, c'est une de mes peurs, je pense, et c'est pour ça que j'aime Interstellar, c'est que c'est le reflet de quelque chose qui pourra arriver dans nos vies, mais que nous on a le pouvoir d'anticiper parce qu'on vit dans une société qui est pour l'instant pas à risque. Mais bon, quand on voit les élections et ce qui se passe... je vais pas politiser le podcast, mais on peut se dire qu'il y a des risques qui peuvent très vite arriver. On est dans un contexte, voilà. Mais nous, on a ce pouvoir-là. Et je pense aussi que le film, c'est à prendre comme une leçon de vie. Voilà, on a quand même des scènes qui sont quand même assez littérales aussi. On a la fameuse scène où il perd 23 ans de sa vie, quand même, justement par une erreur de calcul. Enfin, non, pas une erreur de calcul. Qu'est-ce que je dis comme bêtise ? Juste parce que le fait, il
ils se sont fait complètement avoir par cette Ouais, vague, par le temps. par le temps justement, et ce temps qui est complètement perdu et qui, tout temps, n'est peut-être dilaté, peut-être rallongé, raccourci, mais ne peut jamais revenir en arrière. Le temps qui est passé, le temps est définitivement perdu. Est-ce que c'est aussi ça, justement, le fait de se dire que chaque instant, est-ce que tu perçois le film comme un message, comme vivre le moment présent, vivre chaque instant, cet aspect-là très important, justement, du moment présent? Ouais, mais je pense aussi, et je voulais le dire tout à l'heure, et là, c'est une occasion de plus pour le dire, je pense que Nolan, s'adresse à sa propre génération aussi. Pas forcément à nos générations à nous, et qu'il essaye de dresser une société comme elle a pu l'être autrefois, comme si nos parents, eux, ils n'avaient pas eu les mêmes opportunités, les mêmes chances que nous, et comme si eux, ils avaient perdu un peu du temps, parce qu'ils n'avaient pas... Là, je pars un peu loin, et je suis un peu... C'est un message très intéressant, parce que c'est pas un message adressé, c'est un message assez universel, adressé Ouais, à toute génération, en c'est fait, que vrai. ce soit de la nôtre, que celle de nos parents, ou même celle de nos grands-parents, justement. Ouais. C'est ça aussi qui est très impactant et qui marche justement très fortement dans ce film, et qui a aussi très bien marché dans votre famille aussi. Justement, l'impact que ça a eu, justement, de se dire chaque temps passé est extrêmement important. En fait, c'est bizarre, parce que moi, j'ai l'impression que ce film, il me touche, puisque le personnage principal, il me fait penser à mon père, en fait. Et c'est lui qui, dans sa vie, a eu cette notion de temps perdu, puisqu'il a dû faire des choix, des sacrifices. Et pour moi, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'aime bien le film. Une raison Il y a supplémentaire. une inspiration, en fait, derrière Ouais. tout ça. C'est la connexion que j'ai à mon père, en fait. Je pense que c'est une ode de la connexion que j'ai avec mon père et avec ma famille. Oui, donc Voilà. il y a aussi un aspect très familial. C'est pour ça. Qui rentre là-dedans. C'est bizarre parce qu'en fait, ça, on se le dit pas tant qu'on n'est pas interrogé sur le sujet. Mhm. Et en fait, je crée ces phrases et ces mots et ces idées par rapport à toi, comment t'alimentes le podcast. Donc, très intéressant. Moi-même, je Je viens crois de que je découvrir. fais bien mon travail, je crois que c'est une bonne chose en tout cas. Non, mais c'est vrai que on peut parler de moi aussi, mais quand j'avais vu la première fois ce film, je l'avais vu avec mon père. Et ce que tu viens de dire, c'est vrai que je l'ai ressenti aussi, tu vois. Une certaine inspiration que j'ai eue. En voyant Cooper, je voyais aussi à travers Cooper un petit peu mon père, sur l'amour qui m'a été donné, les sacrifices, etc. Il y a pas mal de points qui m'ont marqué, des similarités surtout qui m'ont marqué, mais dont lui aussi l'a marqué, on en a discuté aussi, et justement on en apprend un peu plus l'un de l'autre, justement à travers ceci, et c'est justement un film qui fait peut-être cette communion entre justement nos parents par exemple et nous par exemple, et essayer tant bien que mal peut-être de rattraper le temps peut-être qui est perdu, et d'essayer justement à partir de ce moment-là de vivre pleinement le truc avec le moment présent. Et justement on en avait parlé aussi pendant des heures après sur notre terrasse, à parler et à philosopher justement, mais on a pris le temps, et c'est quand même quelque chose je veux dire, de rare que j'ai eu, et qui est très intéressant et dont je me souviendrai à vie. Et est-ce que tu pleurais quand t'en parlais? Parce que moi, quand j'en parlais à mon frère, j'étais en larmes. J'avais la larme à l'œil quand même, mais j'avais la larme à l'œil quand même parce qu'il y a quand même eu quelque chose derrière, quoi. Il y a vraiment eu une émotion, mais oui, j'avais un peu la larme à l'œil, mais le fait de discuter, d'extérioriser ça, c'est quelque chose dont je n'ai jamais connu dans d'autres films. Est-ce qu'on peut parler d'ode à la paternité? On peut dire ça, oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui, complètement. Je suis complètement d'accord là-dessus. Il n'y a pas de grand-mère non plus, hein. C'est de génération en génération, ou c'est des figures ah oui, paternelles, ouais. Et c'est vrai que ça se ressent énormément, justement, mais c'est vrai que c'est un autre point intéressant, et que peu de gens en parlent aussi, cette ode à la paternité. Mais ça fait plaisir d'en parler, parce que je savais pas que j'allais en parler, tu vois, de ça, tu vois. Bordel, je m'attendais pas à me faire piéger, à m'auto-piéger. C'est fantastique, vraiment. Tu m'as piégé sur ce coup-là, je dois dire. Mais c'est quand même très intéressant. Mais justement, un point aussi que je vais y revenir avant que j'oublie, c'est, vu que tu avais commencé un petit peu ta passion du cinéma avec ce film, j'imagine, parce que je le reçois beaucoup, c'est quand même un film qui a énormément de détracteurs. Beaucoup de bashing sur ce film, que je trouve justifié ou non, mais je trouve quand même que c'est un film qui est beaucoup plus bâché que plein d'autres films, par exemple,
alors que pour moi, c'est quand même celui qui est le plus réussi. Mais est-ce que tu as eu justement cet effet justement de gens qui disaient mais comment ça se fait que ton film préféré c'est Interstellar? Pourquoi ce film? Et non mais vraiment le film c'est vraiment pas un super film. Vraiment c'est juste un melon que Christopher Nolan il a eu. Vraiment vous surinterprétez les choses. C'est vraiment un ennui absolu. Est-ce que c'est un truc que tu as énormément ressenti qui t'a peut-être un peu ralenti sur le fait d'apprécier justement le cinéma comme tu le sens? Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi je le raccroche pardon, un petit peu à ce côté... toi je sais que t'es pas trop sur Twitter, mais quand t'es sur Twitter, on t'assimile beaucoup à cette image de puriste. Quand tu aimes beaucoup une œuvre qui sort un peu... Enfin, je sais pas trop comment le qualifier, mais je sais que beaucoup utilisent ce terme-là. Et je trouve que c'est beaucoup... Enfin, c'est rabaisser un peu l'autre. Et j'aime pas trop ce... Moi, perso, j'aime pas trop dire à quelqu'un ce qu'il doit regarder ou ce qu'il doit pas regarder, puisque chacun parle, chacun appréhende et chacun consomme le cinéma à sa façon. Ce serait comme dire à quelqu'un de pas regarder des blockbusters, mais si c'est sa cam, pourquoi pas, tu vois. Et oui, plus d'une fois, on m'a remis en cause mes goûts parce que j'aimais Interstellar. Je les ai jamais remis parce que pour moi, j'ai toujours eu plus d'une accroche à ce film, pas une seule, hein, de multiples, comme j'ai pu les mentionner. Encore, je pense que je les ai pas toutes données, mais du coup, je sais que c'est incommensurable, comme je l'ai dit. Mais je me suis déjà sentie mal à l'aise. J'ai déjà pas répondu à des tweets de personnes qui essayaient de m'insulter ou qui essayaient de me dire des trucs pas cool parce que j'aimais ce film-là. Et ouais, il y a un peu cet effet un peu Nolan bashing. Voilà, non mais Nolan, bon, ouais. c'est un truc trop normal. Après, y a rien d'intéressant. Je peux comprendre ces avis-là parce que c'est très manichéen. Je crois que c'est ce terme-là qu'on peut... c'est un homme, c'est une figure d'homme qui va sauver le monde, tatati tatata. Et tout dépend du regard qu'on a sur le film. Moi, je sais qu'il m'a apporté autre chose que c'est simplement une figure d'homme qui va essayer qui tente de sauver le monde. Moi, ça m'a apporté quelque chose, mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont pas construits avec cette importance pour la famille, pour l'amour, pour la recherche scientifique ou ce genre de choses. Et peut-être que eux, ce qui peut justifier leur regard. Dans tous les cas, on en fait un constat. On n'aura jamais l'unanimité pour un film. On aura toujours des détracteurs. Et c'est là, ce qui est quand même intéressant de mentionner, c'est que pour Nolan, c'est carrément une communauté qui se crée en opposition au réalisateur. Oui, c'est ça que je voulais venir après, justement, c'est cette femme. Oui. Tu vas faire le podcast en collaboration, en collaboration, en fait, c'est ça. Mais le fait de se dire qu'il y a une communauté anti-Nolan, est-ce que justement, est-ce que tu te dis est-ce que c'est abusé? Parce qu'on a l'impression qu'il y a que vraiment des détraqueurs de Nolan. On ne sent pas vraiment une communauté pour d'autres réalisateurs. On sent vraiment que c'est visé sur Nolan. Est-ce que tu vois à peu près pour quelles raisons ils auraient cette haine un peu de Nolan? Ouais. Après, ça, c'est mon point de vue personnel. J'ai fait un peu des recherches sur Interstellar cette année. Voilà. Donc, je me dis que j'ai peut-être j'ai pas la clé en main, non, mais c'est peut-être une idée. Je sais que lui, il a étudié la théorie du cinéma et qu'il est allé à l'université pour obtenir un diplôme. Il y en a d'autres qui ont fait ça, Damien Chazelle, etc. Mais lui, du coup, il a une certaine prétention à mettre en écrit, à appliquer certaines théories de chercheurs. Il a d'ailleurs travaillé à Kip Thorne, si je ne me trompe pas, et j'ai fait l'accent même. J'allais venir sur Kip Thorne. Mais c'est pas possible de tout anticiper comme ça. Mais oui. Et comme il travaille avec des chercheurs, il essaye de faire les choses correctement, de justifier une certaine véracité de ses faits et de la probabilité, de la possibilité de ce qui se passe dans Interstellar. Il y a une vraie vraisemblance scientifique. Le pire, c'est que ce film a contribué à beaucoup de recherches scientifiques. Déjà, faut que j'en parle parce que sinon j'ai complètement oublié. Et t'as bien fait de parler de Kip Thorne parce que j'ai enfin parlé de mon blabla scientifique parce que c'est quand même... Non. c'est quand même quelque chose qui m'a quand même marqué dans ce film. C'est la vraisemblance scientifique du film et le degré de précision qu'il y a dans ce film, notamment le trou noir. Ils ont quand même, une petite anecdote, c'est que ils ont réinventé le moteur de rendu 3D pour littéralement que la lumière ne soit pas linéaire. Normalement, une lumière, c'est linéaire. Ils ont carrément réinventé ça pour que justement cette lumière qu'on voit dans le trou noir soit tordue. Ils ont dû carrément réinventer
un moteur de rendu pour ça, ce qui est déjà exceptionnel. De deux, ça a servi justement, cette représentation du trou noir dans Interstellar, elle arrive 6 ans ou 7 ans avant la première photographie. Vous savez, tu vois peut-être, mais tu sais, la première photo d'un trou noir qu'on a eu, Ouais. celle qui était un peu floue Ouais. et qui était orangée, c'est la même. C'est juste que c'est pris d'un plan de vue qui est du dessus, mais la véracité dans Interstellar et de ce qu'on voit d'un trou noir, ça ressemble pas très loin à ça. Il y a un petit point quand même, et c'est Jean-Pierre Luminet, un physicien, je l'ai noté, spécialiste des trous noirs, donc quand même il faut y aller pour que sa vraisemblance joue un petit peu, c'est qu'il remarque que dans ce film, cette simulation justement du trou noir et justement de la lumière, ils n'ont pas intégré le seul phénomène physique qui est aussi important, l'effet Doppler. Je vais peut-être vous perdre là-dessus un petit peu, mais ou retourner dans vos petits cours de physique-chimie de première ou de terminale, mais cet effet Doppler, et comme il a été affirmé par la suite par Kip Thorne, trop compliqué à le montrer à l'écran. Et justement, c'est tout le point que je veux venir, c'est qu'ils ont réussi à rendre le truc très vraisemblable, mais surtout grand public. Ils ne perdent pas là-dessus sur comment fonctionne un trou noir, tout en ayant quand même cette précision scientifique, en appelant un vrai physicien. Et c'est ça qui est beau quand même dans la façon de faire de Nolan, c'est que, notamment dans ce film, c'est la précision à laquelle, et surtout à quel point ce film, il est respectueux de manière scientifique, et justement en faisant appel à des gens compétents là-dessus, et c'est quand même fantastique, mais il le rend visuellement facile à comprendre. Le trou noir, quand on le voit, il est exceptionnel, impressionnant, on comprend tout de suite, c'est un avaleur à tout. Il avale tout, le trou noir, notamment la lumière, et on le voit. Pas besoin de nous expliquer 25 ans, on le voit, on le montre, mais derrière tout ça, il y a un travail exceptionnel, cette rigorosité qui est énorme. Parce qu'il applique des codes qui sont inscrits dans nos consciences, oui. Aux figures un peu astéroïques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais au champ lexical de l'espace oui. et de ces représentations qu'on a dans spatial, peut-être. Ouais. Oui. Mais oui, c'est quand même assez impressionnant, et c'est quand même un point que je voulais quand même aborder. Désolé, j'ai quand même parlé un petit peu de cet aspect scientifique, mais dans l'aspect global des trucs, c'est quand même les effets visuels sont quand même hypnotisants dans l'ensemble, dans Interstellar, c'est quand même assez impressionnant. Pas de fausses notes, ça fait quand même 10 ans que ce film est sorti, et je dois quand même parler d'un point et qu'on n'a toujours pas reparlé, et c'est quand même assez impressionnant qu'on n'en ait pas parlé, c'est la musique. Il faut quand même en parler. La musique, Hans Zimmer, qu'est-ce que tu nous as cuisiné ? On peut dire ça. Il nous a cuisiné quand même quelque chose. Je vais quand même dire, est-ce que c'est pas la meilleure bande son ever, Interstellar. Je le mettrais peut-être avec Le Seigneur des Anneaux dans le même panier, mais pour moi, c'est quand même l'œuvre mythique et qui est sublimé encore plus. Déjà que le film, il est extraordinaire. Il est quand même sublimé par cette musique de Hans Zimmer, qui est juste parfaite. Pour moi, Hans Zimmer, il a habillé un peu le vide, entre guillemets. Puisqu'en fait, dans l'espace, les scènes d'espace, normalement, je crois que dans Interstellar, il y en a beaucoup où il n'y a pas de son. Oui. Et il y a des moments où Nolan a fait le choix de mettre ces séquences sans son pour nous rappeler que dans l'espace, il n'y a pas de son. Justement, on n'entend rien. Et en même temps, il y a des séquences où on va avoir la musique de Zimmer. Et je trouve que Zimmer, du coup, réussit à habiller le rien parfois. Exactement. Et le tout parfois, parce qu'il y a beaucoup aussi parfois. Et des fois, cette musique a un impact réel sur le récit. On va... Sur le spectateur aussi. Et sur le spectateur aussi. On va quand même parler quand ils arrivent sur la toute première planète. Je n'ai plus le titre de la musique. Je sais plus. J'ai un trou noir. Ah. Je sais plus le nom. Assistant son. Je n'ai plus, parce que quand même, ce qui est assez fou, c'est que ce film, il a un nombre incalculable de musiques cultes. Cornfield Chase, pour citer que, Stay, Day One et Rust aussi. Et la musique que je n'ai plus en tête. Et Mountains, voilà. Et Mountains que je cherchais. Je crois que c'est Mountains, je suis plus sûr. Mais ce sont des musiques qui sont exceptionnelles et qui sont encore marquantes aujourd'hui. D'ailleurs, anecdote, aujourd'hui, je suis dans le train et là, je vois 2 rangs devant moi, une personne qui met de la musique. Et quelle est cette musique ? Cornfield Chase. Donc quand même, qu'est-ce que c'est beau. C'est quand même peut-être les seules musiques où on se dit, voilà, je peux l'écouter à vie sans que ça nous lasse. Et c'est ça qui est quand même magnifique avec les musiques d'Hans Zimmer. Et aussi, et c'est quand même là, il faut quand même rajouter encore un peu plus dans
l'extraordinaire qu'est cette musique, c'est quand même un miracle à ce niveau-là, c'est que Hans Zimmer n'avait pas d'image du film. Pour réaliser ce que j'appellerais un chef-d'œuvre, à un moment, il faut dire les termes, un chef-d'œuvre musical, il n'avait pas d'image, puisque Christopher Nolan ne voulait pas que ces images se fuitent, en fait, tout simplement, il avait peur de ça. Et il a réussi à nous transmettre des émotions, mais comment il a fait? C'est de la sorcellerie. Je sais pas comment il a fait. Moi, je pense qu'il a compris l'histoire parce qu'il a quand même, s'il n'a pas eu d'image, il a eu accès au synopsis. Et je sais que Nolan aime bien accompagner ses équipes puisqu'il fait souvent des récits complexes. Rien qu'avec Oppenheimer, Inception, etc. Il accompagne son casting de A à Z et pour moi, il accompagne également ses équipes techniques de A à Z, qu'il a donné les bonnes directives à Zimmer. Et je crois que c'est pas leur première collaboration, ils avaient déjà travaillé ensemble dans d'autres circonstances comme The Dark Knight, Inception. Ça, on va y venir après dans le petit jeu. En fait, elle prévoit déjà tout à l'avance. Ce n'est absolument pas fait exprès. Ce n'est absolument pas fait exprès. On n'en a même pas discuté avant. Juste que elle savait bien sûr qu'il y avait un jeu, mais je ne lui ai pas donné les questions. Mais il y aura bien cette relation entre Christopher Nolan et Hans Zimmer. Mais c'est vrai que Hans Zimmer, quand même, comme tu le dis, a compris. Ça démontre la force du scénario, la force du script qui a été donné, et voir en fait à quel point ça a été impactant et comment il a été retranscrit à travers cette musique. Et je trouve que cette musique a rajouté justement ce petit plus au film, qui était déjà extraordinaire. Et là, on le rentre dans un autre niveau encore. Ouais. Et là, c'est fantastique. Et vraiment, je vois pas d'autres films qui subliment ça à part peut-être la trilogie Seigneur des Anneaux. Moi, je trouve que dans La La Land aussi, la soundtrack, tu l'enlèves, c'est pas le même visionnage. C'est vrai. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a La La Land aussi qui joue énormément aussi sur cette musique, mais l'impact est quand même supérieur dans Interstellar quand même. Et parce qu'il transcende tout. Oui, complètement. Il transcende tout. Il transcende toutes les dimensions. Voilà, on peut le dire. Spatial et temporel. Voilà, c'est quand même beau. Est-ce que ce serait pas la 6e dimension, justement? La dimension de la musique d'Hans Zimmer, c'est quand même assez extraordinaire. Ce qui est quand même terrible, c'est que ce film n'a pas eu l'Oscar de la meilleure composition. Ça m'a brisé le cœur. Quand même, il faut en parler. 2014, quelle année du cinéma. Quelle année du cinéma, parce que... Après, c'était très dur aussi. Parce que trop de bangers. Il a perdu face à Grand Budapest Hotel. Pardon. Ah, petit point. Qu'est-ce que tu veux dire Je suis désolée à tous les fans de Wes Anderson. Je pense que je suis une de ses détractrices. Je ne l'aime pas. Je suis quand même objective pour dire que c'est un réalisateur qui a une certaine patte artistique. Mais de savoir qu'il a gagné l'Oscar, c'est trop pour moi. Je crois qu'on va se rejoindre là-dessus. Pour moi, Wes Anderson, même si c'est son meilleur film, Grand Budapest Hotel, je n'enlève rien à la qualité du film. Wes Anderson est un peu surcoté. Je suis désolé. Beaucoup. Je pense qu'il est quand même surcoté. Je vais vous dire le truc, je vais le résumer en une phrase. Tout dans l'esthétique, rien dans le fond. Bah, on est d'accord. Est-ce qu'on peut se serrer la main en off? On peut même se serrer la main. Ouais, en on. Bravo. On l'a fait. On l'a fait. Mais c'est vrai que Grand Budapest Hotel a gagné face à Interstellar, mais il a aussi gagné face à Whiplash, et ça me brise le cœur. Oh, ça va. Non, là par contre, on n'est pas d'accord sur ce coup-là. Non, je suis d'accord. Je pourrais jamais dire que Justin Hurwitz ne mérite pas d'Oscar. Je l'ai rencontré, hein. Ok. Oui, donc, bon, c'est bon. Pas besoin de... Non, mais ouais. Pour Whiplash, c'est vrai que ça attriste un peu plus que de Grand Budapest. Enfin, bref, vous avez capté. Caravane, Ouverture, Whiplash, toutes ces musiques que je me mette en boucle. Bref, bon, je suis fan de jazz et bon, en écoutant ces musiques, bon, ça me rend fou. Mais quelle année quand même 2014 en termes de cinéma, parce qu'on a quand même Birdman aussi, Je l'ai jamais vu. Faut voir. Faut voir Birdman, moi j'adore en tout cas. Birdman, mais c'est vrai que quand on y pense quand même, on aurait pu croire qu'Interstellar, à côté de plein d'autres films en 2014, aurait pu faire un peu pâle figure. Mais au final, je pense que c'est peut-être celui qui résume peut-être le mieux cette année 2014, qui quand même, avouons-le, est l'une des meilleures années du cinéma. Et il est sorti en fin d'année. Il est sorti le 9 novembre, je crois. Il est sorti le 9 novembre. Je le sais en plus. Oh là bravo. Quel fan. Ouais, parce que le 9 novembre 2023, c'était ses 10 ans, non? Non, c'était les 9 ans. Là, on va sur les 10 ans. On va sur ses 10 ans. C'est pour ça qu'il ressort en salle. On n'a pas encore eu ses 10 ans. Donc, on n'a pas encore fêté ses 10 ans de Bougie.
Non, Ah. on a fait les 9,5 là. Ça ne nous rajeunit pas, ça, purée. Pas hein. du tout. Ça va pas du tout, mais il faut quand même en rendre à César ce qui est à César quand même, c'est que bon... ça fait quoi ? Ça fait 1 heure qu'on parle déjà du film. 1 heure 1 heure, d'accord ? C'est pour vous dire à quel point ce film, il est marquant, il est incroyable. Allez le voir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez, en fait ? Allez le voir, s'il vous plaît. Surtout quand il ressort en salle, donc faut aller le voir en salle. Vraiment... On n'a jamais eu la chance de le voir. Enfin, Non. je sais pas si tu l'as eu Non. la chance. Non, moi non plus. Mais allez le voir. Allez le voir au cinéma parce que, bon, on connaît Christopher Nolan. Ceux qui ont vu Oppenheimer, vous savez à quel point, bon, avec l'IMAX, ça envoie. Et je suis sûr qu'Interstellar, avec l'IMAX, ressortir au cinéma, ça doit être une expérience exceptionnelle avec la musique d'Hans Zimmer en plus derrière, qu'on n'arrêtera pas de dire des louanges, en faire des louanges de cette OST, mais je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots et je pense qu'il faut qu'on arrête d'acclamer ce film et qu'on décompresse un petit peu enfin avec le fameux jeu des affinités. Parce que là, on a quand même des choses. On a quand même des choses à dire sur ce jeu des affinités parce que Christopher Nolan, il en a fait des films. Il en a fait des films et il en a fait avec pas mal de collaborations, dont notamment... On va commencer par celle que tu as devinée. Combien de fois Christopher Nolan et Hans Zimmer ont collaboré ensemble au total dans toute sa filmographie? Je vais réfléchir. Je pense qu'il y a les 3 de Dark Knight. Oui, déjà, oui. Il y a Oppenheimer. Non. Non. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est Oppenheimer, Ludwig Göransson. Ouais, non, Oppenheimer. Inception, Interstellar. Alors, il y a Inception, oui. Interstellar, oui. Donc on est à 5. Ouais. Memento, c'est mort. Non, c'est pas Memento. Le premier, c'est mort aussi. Insomnia ou Following? Attention, il y a les deux. Insomnia et Following, pour moi, il l'a pas... Non, aucun des deux. Par contre, il a fait Dunkerque. Ouais, 6. Est-ce que pour toi, il y en a un autre derrière ou pas? Est-ce que pour toi, Tenet, il l'a fait? Bah oui. Non. Ah, je me C'était suis Göransson fait... Mais aussi, oui, c'était Göransson je aussi. suis bête. Ouais, Il n'en a fait que 6. ouais, c'est vrai. Il en a fait Ouais, que mais 6. c'est déjà pas mal. 6 collaborations. J'aurais pensé à plus aussi. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, Tenet, je l'ai moins en tête. Mais pourtant, en fait, je comprends pas comment Ludwig Göransson, il a pu faire une soundtrack simple et oubliable dans Tenet et se réveiller avec de son sommeil Oppenheimer. avec Oppenheimer. J'ai pas vu Tenet. Ouais. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. J'ai pas vu Tenet. Moi, c'est celui que j'ai le moins apprécié de ceux que j'ai vus. Parce qu'il me reste les premiers à découvrir. De ceux que j'ai vus, bon, je vais tirer à barre réelle, mais Dunkerque est mon plus gros somnifère de la vie. Ah là là. Est-ce qu'on le tape maintenant ou après le podcast? On peut le taper. Moi, j'aimerais bien le taper maintenant. Moi, ça me dérangerait pas parce que, bon, Dunkerque, il y a trop de choses qui vont pas. Non, moi, je suis pas forcément d'accord, mais ça se tolère. Solaire, mais bon, moi, c'est mon plus gros somnifère. Si j'ai besoin d'un somnifère, je me mets les premières minutes de Dunkerque et c'est réglé. C'est vrai. J'ai essayé de le regarder au moins 5-6 fois. Je me suis endormi à chaque fois. C'est un mystère. Je l'ai vu avec mes parents. Mon père, il s'endort hyper facilement devant les films et ma mère, elle aime pas forcément les films de guerre. Bah, je peux te dire que les deux, ils ont regardé du début jusqu'à la fin. Je sais pas, pour moi, c'est... J'ai une relation spéciale avec ce film, mais c'est mon plus gros somnifère. Ouais. C'est toi alors. C'est peut-être moi, mais vraiment... je crois que le plus long que j'ai pu regarder du film de mémoire, je crois que c'était les 30 premières minutes. Après, t'étais peut-être fatigué, non? Non, des fois, il y avait vraiment... genre, il y a certains moments, j'étais en mode vraiment full focus. Mais tellement le film, il m'a ennuyé, il m'a dormi. J'ai réussi à dormir. D'habitude, moi, je dors jamais devant des films, mais je sais pas. Ce film a un effet néfaste, ou même bénéfique, plutôt, puisqu'il me fait dormir. Ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai. Mais... d'un point de vue je sais pas, ça. ouais, il a un gros effet de narcolepsie sur moi, c'est quand même assez Donc important. la première question, j'ai tort du coup? Un chouille après. Hein. T'étais un chouille après, mais du coup, parce que t'as voulu dire Tenet. Ouais, j'étais trop généreuse. Mais non, c'était trop généreux, c'était que 6, malheureusement. Petite anecdote, je n'écoute jamais la soundtrack de Tenet. Je ne savais absolument pas qui l'avait composé. Eh oui, dommage. Hein. Je ne connais pas la soundtrack. Hein, je vais peut-être l'écouter pour voir. Je ne sais pas. pour essayer de m'imprégner. Mais j'aime pas trop ça, d'écouter une soundtrack avant d'avoir vu le film. C'est pas mon genre. En tout cas, deuxième question. De jeu des affinités, bien sûr, on est toujours dans le même thème. Combien de collaborations ont fait Christopher Nolan et son acteur fétiche, Michael Caine? Voilà, je pourrais pas répondre parce que Cillian Murphy, j'aurais pu répondre. Oui.
Oui, mais DiCaprio, j'aurais pas... Cillian Murphy n'est pas dans Interstellar. Bah, Ah oui, Kane, il garde, est dans... on garde. Kane, il est dans Inception, tu l'as dit tout à l'heure. Il est dans Interstellar, puisqu'il joue le grand-père. Oui, du coup. Il joue dans The Dark Knight. Il joue dans The Dark Knight, oui. Je crois que Crysis, il y est dedans, mais je suis pas sûre. Ça fait 4. Je crois que dans un des Batman, il y est pas. Tu penses que dans Begins, il y est pas? Vas-y, mets-le quand même. Tu le mettrais, donc il serait dans les 3. Ok, donc ça fait 5. Pour moi, il est pas dans Dunkerque. Il est pas dans Dunkerque pour toi? Pas dans ma mémoire. Pas dans ta mémoire? Et Donc- pourtant, il y est. Ah, mais Pourtant, attends, il y j'ai est. pas terminé. Pourtant, il y est. Je suis Il désolé. est pas dans Oppenheimer, c'est sûr, parce que il a sa retraite, il l'a pris il y a pas longtemps. Là, Il a est 90 pas dans ans. Oppenheimer, t'as juste. Pour moi, il est pas non plus dans Tenet. Donc il est Ou pas dans alors Tenet pour toi. il fait un rôle très secondaire qui est pas du tout pertinent. Donc pour toi, il y est ou il y est pas? Il est pas. Ok. Il est pas. Et après, c'est tout? Pour toi, il y en a que Ah, 6? j'ai pas terminé de réfléchir là. Ah oui, j'ai cru que t'avais, que t'avais fini. Non, réfléchis à ces autres films. Dans les premiers, il y est pas non plus. Ou alors il y est jeune, mais je les ai pas vus, je peux pas te dire. Lesquels tu les as pas vus? J'ai de pas films. vu Insomnia, Following, t'as pas vu? j'ai pas vu Following et T'as pas ni vu Memento. T'as vu Prestige? Ah oui, il est dans le Prestige. T'as fait donc 7 peut-être? Ouais. Pour toi, il est dans le 7 collaboration? Est-ce que t'en vois encore un 7 autre ou film? 8. Mais alors 8, c'est vraiment que j'ai 8, zappé. mais tu vois pas. Non, pas là. Donc pour toi, c'est 7. C'est 7. C'était 8. Mais ah non, mais sérieux! C'était Tenet. Non, Il était dans Tenet. mais alors il fait un rôle secondaire. Il fait un rôle secondaire, oui. Ouais, non, J'ai mais souvenir sérieux. qu'il fait un rôle très secondaire, mais il est dans. Je suis à chaque fois un chouïa. C'est dur. Eh oui, mais tu n'as pas. En plus, je décortique avec vous. En direct, en live. Tu décortiques. On a parlé d'Inception, on a parlé d'Interstellar, on a parlé vite fait de Dunkerque. Ça t'a fait déjà éliminer déjà pas mal. Ouais. Après, bon, il y avait la trilogie The Dark Knight, bien sûr. Il était bien dans Begins aussi. Hein. Bah, Ouais, il fait mais Alfred, hein, il fait j'ai les trois. hésité sur le coup, mais en fait, non, t'as raison. C'est pour... Et enfin, alors là, attention, je suis très vache. Là, ça va faire mal parce que le film, il a été coécrit par les frères Nolan, Christopher et Jonathan ouais. Nolan. Mais dans combien de collaborations ils ont été? Je crois que c'est 2 ou 3, pas plus. 2 ou 3, pas plus. Mais il faut que je Mais réfléchisse. lesquels? Inception et Interstellar, c'est sûr. Je crois. Inception, Interstellar pour toi? Je crois que dans les premiers que Nolan a sortis, il y en a un aussi. Ce serait lequel? Je sais pas, mais pour moi, Following, il l'a fait seul. Alors, je peux te dire que oui, il l'a fait seul. Insomnia, je crois que c'est pareil, c'est dans peut-être Memento, il y en a un, mais je sais plus. Ça, c'est des trucs, je sais pas parce que je suis jamais allée regarder. Donc, j'ai le souvenir que mon frère m'a dit qu'il y en avait entre 2 et 4, pas plus. Entre 2 et 4? Est-ce que je suis froid, chaud? Ça chauffe, mais c'est pas ça. C'est pas Ouais, c'est pas donc, la zone. ils en ont fait plus. Ils en ont fait un peu Je plus. sais qu'à partir d'Interstellar, ça s'est arrêté. C'est ça, oui. c'est sûr. Ils n'ont jamais Donc, retravaillé après Interstellar. Oui. Admettons que le Prestige, ils l'ont écrit ensemble, ils l'ont coécrit. Inception, Interstellar et les 3 Batman, on est déjà sur 6. Dunkerque, ça m'étonnerait. Je crois qu'il commençait déjà à prendre son indépendance. Mais oui, parce que c'est après Interstellar. Je t'ai donné l'indice. Ouais. Ils n'ont jamais retravaillé après Interstellar. Dunkerque est sorti après. Ouais, donc ouais, pour moi, il y en a... Pour toi, il y en a 6? Ouais, à peu près. Attends, Tenet non plus, non. Ouais, pour moi, il y en a... Il y en a 6? On va dire 7 ce coup-ci. Ah, tu vas dire 7? Il y en avait que 5. Non, mais sérieux, allez, c'est bon. Moi, j'en peux plus. Il y en avait que 5, c'était... Ouais, donc il y en a un que j'ai mis en trop. Il y avait 2 même. T'avais Ouais. Memento, Le Prestige. Memento, je l'ai dit? Oui, t'as dit. Ah, purée, Mais je l'ai dit. t'as dit Memento, Prestige, il y est. Ils ont collaboré ensemble. Ils n'ont pas collaboré pour Batman Begins. Ok, ça me paraît tolérable. Ils ont travaillé que sur The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Ouais. Et le dernier, c'était Interstellar. Et ils ont pu. après, Ah, travailler Inception, ils ont pas travaillé ensemble. ensemble? Non, Inception, ils Ok. n'ont pas travaillé ensemble. Je croyais qu'il y avait... Nolan avait un peu dominé, tu vois, le scénario et que Jonathan avait Non, aidé je crois sur qu'il- quel je- souci. Je crois sur qu'il des- était seul dans ce film. Ok. Il était seul dans ce film, ou je crois qu'il était avec d'autres. Je ne sais plus. Je n'ai pas Ok. vérifié. Parce que ça faisait trop longtemps. Là, votre fausse fan de Christopher Nolan, je peux aller de ce pas renommer ma biographie Instagram. Voilà. Je m'excuse auprès de vous. J'ai débunk une fausse fan de Nolan. C'est quand même. À découvert. Vraiment. C'est fantastique. Donc faites attention si vous venez dans ce podcast, soyez prêts. Soyez très prêts. Vous êtes prévenus. Enfin, dernier petit point, petite anecdote. Je sais pas si tu étais au courant, voilà, pour détendre un peu l'atmosphère. Qui aurait pu être, ce serait un peu l'anecdote univers parallèle. À la base, Nolan ne devait pas faire Oui. Interstellar. Je sais qui devait l'écrire. Alors qui?
Spielberg. C'est Spielberg, oui, tout à fait. Putain, Spielberg, en effet. Hein, et il s'est inspiré de Kubrick. Et il s'est inspiré de Kubrick. Voilà. J'aurais eu ces questions, j'aurais pu répondre. Oui, mais bon, c'était ma petite... Et de base, du coup, ça devait pas du tout être ce... Enfin, il y a des différences entre le synopsis que Spielberg aurait mis en place et Nolan. Et comme Nolan a repris le projet, il l'a remixé donc avec Jonathan. Alors... à la sauce, ouais, à la sauce pure Nolan, c'est ça. Et qui nous a donné Interstellar. Et ils l'ont sorti après 10 années de recherche scientifique, ça faut le dire aussi. Oui, avec plus de 10 ans avec notre cher Kip Thorne qui revient encore. Qui a même écrit des bouquins. Oui, alors je crois que d'ailleurs il y a un documentaire, je ne l'ai pas regardé avant de venir parce que j'ai le Blu-ray, mais il y a le making of où il parle énormément de ce sujet-là sur l'aspect scientifique. Mais je crois qu'il sur YouTube, je crois qu'il y a une énorme vidéo, je crois, un documentaire de 50 minutes qui relaye parfaitement bien l'aspect scientifique. Je vous conseille de le voir. Je l'ai vu il y a longtemps. C'était un de mes meilleurs amis qui m'avait conseillé ça. Je le remercie d'ailleurs, qui est un énorme crack. Hein. Je dois le dire, c'est un énorme crack scientifique. Mais il m'avait recommandé ça, c'est exceptionnel. Et moi, j'ai un autre truc à dire aussi. On est dans la partie anecdote du podcast, donc autant le dire. Dans le cadre de mon master, cette année, j'ai vraiment travaillé sur l'aspect transmédiatique d'Interstellar. Donc c'est l'idée de transcender les médias et de comment est-ce qu'on peut étendre une œuvre, une monomédia sur une pluralité de médias. Donc de supports. Ça peut être, par exemple, du film qu'on va étendre aux jeux de société, à l'escape game, plein de choses. Ouais. Et en étant confrontée, ça fait un mot un peu dur, mais à cet exercice-là, je me suis rendu compte qu'il y a une BD qui existait de Interstellar et qui adapte, si je me trompe pas, 1 ou 2 épisodes ou le après Interstellar, je sais plus exactement, que Christopher Nolan avait commencé à dessiner en fait. Donc c'est très drôle, c'est un numéro exclusif en plus. Donc c'est bon à savoir. Est-ce que tu l'as ? je dois avoir le lien, donc je vous l'enverrai pour ceux qui veulent, mais je te le ferai passer. Je pourrais le mettre en lien justement, parfait. En tout cas, c'était extrêmement passionnant en tout cas de parler de ce film. C'était extrêmement passionnant. J'ai pas vu le temps passer. 1h10. Pareil, 1h10 de record à la minute où je vous parle, c'est quand même assez impressionnant. Mais ce film en vaut la peine, vraiment. C'est incroyable. Incroyable. Ceux qui ne l'ont pas vu, foncez le voir. Ceux qui n'ont pas aimé, revoyez-le sous un autre regard maintenant. Et ceux qui ont l'aimé, revoyez-le. Voilà. Encore et encore. Encore et encore. Chérissez-le. En tout cas, nous, de notre côté, on le chérira encore jusqu'à notre mort. C'est ça, oui, tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Je pense très clairement. En tout cas, c'était un plaisir, Sophie, de m'avoir ici en tant qu'invitée dans ce podcast. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur Insta, bien sûr, Sophie Artwork, La Vie en Rose, on n'oublie pas, bien sûr. Et bien sûr, son podcast Regards Croisés, bien sûr. Et allez la suivre tout simplement dans toutes les plateformes de streaming, bien sûr. Lesquelles déjà ? Deezer, Spotify et SoundCloud. Voilà, parfait. Maintenant, vous savez... Même moi, j'ai bugué, tu sais. Genre. Voilà, maintenant, vous savez où il faut aller. Et aussi, vous pouvez retrouver, si vous voulez plus de contenu de ma propre personne, j'ai mon Instagram, bien sûr, Cinétouga, bien sûr, je fais 2-3 petites critiques audio de films qui sont sortis récemment. Là, à l'heure actuelle où je tourne cet épisode, il y a une critique du conte de Monte Cristo que j'ai sorti. Si vous avez besoin d'entendre encore ma voix, vous serez rassasié avec ce conte en tout cas. Et bien sûr, je fais 2-3 tops aussi et des petits jeux. Peut-être que je rajouterai justement un petit jeu des anecdotes aussi, pourquoi pas, grâce à ce podcast. En tout cas, c'était un plaisir. Plaisir partagé, bien sûr. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez aimé ce podcast, me suivre bien sûr sur toutes les plateformes de streaming où elle sera disponible. Normalement ce sera sur Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, même YouTube bien sûr. Donc c'était un plaisir. En tout cas merci Sophie Artwork. Merci à toi. Plaisir. Et bien sûr on se retrouve pour un prochain épisode de À travers le projecteur. Bye tout le monde.